Ce matin de juillet 2025, quand j'ai ouvert cette enveloppe, Kraft marquée du cachet de la Bibliothèque nationale, mes mains ont tremblé pendant plusieurs secondes avant de pouvoir déchirer le papier. À l'intérieur, une liasse de photocopies jaunies accompagnait une lettre manuscrite de mon grand-oncle Marcel, datée de 1993, soit 3 ans avant sa mort. J'ignore pourquoi les archivistes ont attendu si longtemps pour me faire parvenir ces documents, mais je soupçonne qu'ils préféraient les oublier dans leur carton poussiéreux plutôt que de les remettre à la famille. Après avoir lu ce qui suit, je comprends leur réticence. Mon grand-oncle Marcel était garde forestier dans le massif des Alpilles, un homme respecté dans notre famille pour sa rigueur et son bon sens paysan. Jamais il n'aurait inventé ce qu'il a consigné sur ses pages dactylographiées, avec cette précision maniaque qui le caractérisait. Jamais il n'aurait risqué sa réputation pour une plaisanterie. Je reproduis ici son témoignage intégral, tel qu'il l'a rédigé cette nuit de novembre 1993, où il avait enfin trouvé le courage de coucher par écrit 28 années de silence. Le 1er juillet 1965, vers 5h40 du matin, Marcel Durand se dirigeait vers les collines qui surplombent Valençol pour effectuer sa tournée habituelle. L'air sentait la lavande et le romarin, cette odeur si particulière de la Provence, à l'aube, qui lui rappelait son enfance. Il connaissait chaque sentier, chaque pierre de ces terres arides, où son père et son grand-père avaient déjà travaillé. Ce matin-là pourtant, quelque chose clochait dans l'atmosphère, une tension électrique qui faisait dresser les poils de ses avant-bras. Vers 6h15, alors qu'il longeait le champ de lavande de Maurice Mas, un agriculteur qu'il croisait régulièrement, Marcel aperçut une forme inhabituelle posée dans les rangs violets. D'abord, il crut à une machine agricole, abandonnée là par négligence, mais en s'approchant, il distingua une structure ovoïde d'environ 7 mètres de longueur, reposant sur 4 pieds métalliques qui s'enfonçaient dans la terre meuble. La surface de l'objet réfléchissait la lumière matinale avec un éclat terne, comme du métal brossé. Marcel s'immobilisa derrière un bosquet de chênes verts, l'instinct du forestier lui commandant la prudence. À 50 mètres de l'engin, il distinguait maintenant 2 silhouettes de petite taille qui s'affairaient autour de plants de lavande. Leurs gestes méticuleux et leurs mouvements saccadés lui évoquèrent d'abord des enfants en train de jouer. Mais quand l'un d'eux se redressa et tourna la tête dans sa direction, Marcel sentit son sang se glacer dans ses veines. La créature mesurait à peine 1,20 m, revêtue d'une combinaison gris-vert qui épousait parfaitement ses formes androgynes. Sa tête disproportionnée arborait un crâne chauve et lisse, percé de 2 yeux noirs démesurés qui semblaient absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Ses traits, d'une finesse presque chirurgicale, ne correspondaient à aucune morphologie humaine connue. Le menton effilé, l'absence totale de nez visible, cette bouche qui n'était qu'une fente horizontale à peine perceptible. Marcel nota dans son rapport que la créature ne possédait pas d'oreilles externes, seulement 2 orifices de chaque côté du crâne. L'être observait les plans avec une attention scientifique, prélevant de minuscules échantillons qu'il glissait dans un tube transparent fixé à sa ceinture. Son compagnon, identique en tout point, procédait au même geste quelques mètres plus loin. Il communiquait par des sons gutturaux, une série de grognements étouffés
qui portait malgré la distance. Marcel précise dans son témoignage que ses vocalises lui rappelaient le bruit que font les porcs en fouillant la terre, mais modulé selon un rythme complexe qui suggérait un langage structuré. Fasciné malgré sa terreur grandissante, Marcel sortit les jumelles de chasse qu'il portait toujours en bandoulière. À travers les lentilles, il put distinguer des détails qui allaient le hanter pendant des décennies. Les mains des créatures ne comptaient que 4 doigts, d'une longueur anormale et terminées par ce qui ressemblait à des ventouses. Leur peau, d'un gris verdâtre, paraissait humide et translucide par endroits, laissant deviner un réseau de vaisseaux sombres. Mais ce qui le marqua le plus, ce furent leurs yeux, entièrement noirs, sans pupilles ni iris discernables. Ils semblaient dotés d'une intelligence froide et calculatrice qui glaçait l'âme. Soudain, sans crier gare, l'être le plus proche se tourna directement vers sa cachette. Marcel eut l'impression troublante que cette chose l'avait localisé dès le début, qu'elle avait simplement choisi d'ignorer sa présence jusqu'à cet instant. La créature leva ce qui devait être son bras droit et pointa vers lui un objet cylindrique de la taille d'un stylo. Marcel se souvient avoir pensé de façon absurde à ces pointeurs laser que les conférenciers utilisent, mais l'extrémité de l'instrument émettait une lueur bleutée pulsante. Un picotement électrique lui parcourut l'échine, puis ses muscles se figèrent complètement. Il ne pouvait plus bouger ni ses bras ni ses jambes. Seuls ses yeux conservaient leur mobilité. Sa respiration, elle-même, semblait ralentie, comme si l'air s'épaississait dans ses poumons. Cette paralysie ne s'accompagnait d'aucune douleur, plutôt d'une sensation d'engourdissement progressif qui gagnait tout son corps. Marcel comprit avec une lucidité terrifiante qu'il était désormais à la merci de ces créatures. L'être qui l'avait immobilisé émit une série de grognements à l'adresse de son compagnon, puis tous deux se dirigèrent vers leur appareil. Leur déplacement se faisait par bons cours et synchrone, leurs pieds ne semblant pas tout à fait toucher le sol. Marcel remarqua qu'ils ne laissaient aucune empreinte sur la terre meuble, comme s'ils évoluaient en apesanteur constante. Cette observation renforça son sentiment d'irréalité, cette impression de vivre un cauchemar dont il n'arrivait pas à s'extraire. Les créatures s'engouffrèrent dans leur véhicule par une ouverture qui se découpa sans bruit dans la coque métallique. Marcel ne vit aucune porte à proprement parler, plutôt une section de paroi qui se dilata comme un iris organique. L'intérieur de l'appareil baignait dans une lumière blanche et uniforme, sans source visible. Il entrevit brièvement ce qui ressemblait à des panneaux de contrôle, mais la distance et l'angle de vue l'empêchèrent de distinguer des détails précis. Quelques secondes plus tard, l'objet s'éleva verticalement dans un silence absolu, défiant toutes les lois de la physique que Marcel croyait connaître. Aucun souffle d'air, aucune poussière soulevée, aucun bruit de moteur. L'engin monta d'abord lentement, puis accéléra brutalement vers le nord-est, disparaissant dans le ciel matinal en moins de 10 secondes. Sa trajectoire ne laissa aucune trace visible, aucun sillage dans l'atmosphère limpide. La paralysie de Marcel se dissipa progressivement au bout d'une vingtaine de minutes. D'abord, le bout de ses doigts, puis ses orteils. Enfin, ses membres retrouvèrent leur mobilité normale. Il s'effondra contre le tronc de chêne le plus proche, tremblant de tous ses membres.
l'esprit encore embrumé par cette expérience qui dépassait son entendement. Ses jambes le portaient à peine quand il se dirigea vers l'endroit où s'était posé l'appareil. Le sol gardait les traces de 4 impressions circulaires, parfaitement symétriques, profondes d'environ 15 cm. À l'intérieur de ce périmètre, la terre paraissait tassée et durcie, comme si une pression considérable s'était exercée uniformément sur toute la surface. Les plants de lavande, situés dans la zone d'atterrissage, présentaient des signes de dessiccation précoce, leurs tiges jaunissant et leurs fleurs perdant leur couleur violette caractéristique. Marcel, qui connaissait parfaitement la flore locale, n'avait jamais observé un tel phénomène. Plus troublant encore, une substance visqueuse et transparente imprégnait le sol au centre des empreintes. Cette gelée émettait une faible phosphorescence verdâtre qui ne devenait visible qu'en regardant attentivement. Marcel n'osa pas y toucher directement, utilisant une branche, morte pour en prélever un échantillon qu'il glissa dans un bocal de verre trouvé dans son sac. La matière ne dégageait aucune odeur perceptible, mais elle provoquait un léger engourdissement au bout des doigts quand on s'en approchait trop. Marcel découvrit également, dispersés dans un rayon de plusieurs mètres, de minuscules fragments métalliques de forme irrégulière. Ces débris, pas plus gros que des têtes d'épingle, brillaient d'un éclat argenté, inhabituel, et résistaient à tous ses efforts pour les entamer avec son couteau de chasse. Leur surface lisse et froide semblait absorber la chaleur de sa peau au contact. Il en ramassa une dizaine qu'il conserva précieusement dans une petite boîte en fer blanc. De retour chez lui vers 8 heures du matin, Marcel était encore sous le choc de sa rencontre. Il hésita longuement avant de rapporter l'incident aux autorités, craignant d'être pris pour un fou ou un mythomane. Finalement, son sens du devoir civique l'emporta sur ses appréhensions personnelles. Il se rendit à la gendarmerie de Riez vers 10 heures, muni de ses échantillons et de son témoignage écrit. Le brigadier-chef Morin, qui le connaissait depuis l'enfance, l'écouta avec attention, mais ne dissimula pas son scepticisme. Néanmoins, la réputation d'honnêteté de Marcel et la présence d'éléments matériels le convainquirent d'ouvrir une enquête préliminaire. 2 gendarmes l'accompagnèrent sur les lieux dans l'après-midi, dressèrent un procès verbal détaillé et photographièrent les traces laissées au sol. Les clichés en noir et blanc, que Marcel conserva en double, témoignent effectivement de la réalité des empreintes et de l'état anormal de la végétation. Les échantillons biologiques et métalliques furent expédiés au laboratoire de la préfecture, puis transmis à des spécialistes de Marseille pour analyses approfondies. Les résultats, communiqués à Marcel 3 semaines plus tard, ne firent qu'approfondir le mystère. La substance gélatineuse ne correspondait à aucun composé organique répertorié, sa structure moléculaire présentant des anomalies que les chimistes ne parvenaient pas à expliquer. Quant aux fragments métalliques, ils révélaient une composition isotopique inconnue sur Terre, avec une proportion d'éléments lourds qui défait toute classification existante. Le plus troublant concernait l'analyse du sol. Les échantillons prélevés dans la zone d'impact contenaient un taux de calcium anormalement élevé, comme si une intense source de chaleur avait modifié la structure cristalline des minéraux environnants. Parallèlement, la radioactivité naturelle du terrain s'avérait significativement réduite par rapport aux mesures de contrôle effectuées à quelques mètres de distance. Ce phénomène, selon les experts,
consultés ne pouvaient résulter d'aucun processus géologique ou technique connu. Marcel ne révéla jamais publiquement son témoignage, se contentant de répondre aux questions des enquêteurs officiels. Mais les semaines qui suivirent l'incident furent marquées par une série d'événements troublants qui l'amenèrent à regretter amèrement sa franchise initiale. D'abord, des inconnus en costume sombre se présentèrent à plusieurs reprises à son domicile, prétextant des vérifications administratives et posant des questions très précises sur les circonstances de sa découverte. Ces hommes, qui s'exprimaient avec un accent parisien et connaissaient des détails de l'enquête normalement confidentielle, laissèrent Marcel dans un état d'inquiétude croissante. Ensuite, il commença à souffrir de troubles du sommeil particulièrement pénibles. Chaque nuit, les mêmes cauchemars le réveillaient en sursaut vers 3 heures du matin. Il se voyait paralysé dans ce champ de lavande. Mais cette fois, les créatures ne repartaient pas. Elles s'approchaient de lui, avec leurs yeux noirs, hypnotiques. Leurs mains aux doigts interminables se tendaient vers son visage. Leurs grognements résonnaient dans sa tête avec une insistance douloureuse. Marcel se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de se rendormir avant l'aube. Plus inquiétant encore, il développa une hypersensibilité troublante aux champs électromagnétiques. Sa radio grésillait chaque fois qu'il s'en approchait. Sa montre s'arrêtait régulièrement sans raison apparente. Et les ampoules électriques de sa maison claquaient avec une fréquence anormale. Ces dysfonctionnements, d'abord sporadiques, devinrent progressivement systématiques, obligeant Marcel à vivre quasiment sans appareil électronique. Mais le phénomène le plus déstabilisant était sans conteste cette sensation persistante d'être observé. Où qu'il se trouve, Marcel ressentait une présence invisible qui l'épiait sans relâche. Cette impression s'intensifiait particulièrement la nuit, quand il entendait des bruits inexpliqués autour de sa maison. Craquements de branches mortes sous des pas furtifs, grattements contre les volets, chuchotements indistincts qui semblaient provenir du toit. Plusieurs fois, il sortit avec sa lampe de poche pour inspecter les abords de sa demeure, mais ne découvrit jamais rien d'anormal. 1 mois après l'incident, Marcel fit une découverte qui acheva de l'ébranler. En inspectant son potager au petit matin, il remarqua que certains de ses légumes présentaient des mutations inexplicables. Ces tomates avaient développé des excroissances bulbeuses de couleur bleutée. Ces courgettes s'allongeaient de façon démesurée, en adoptant des formes spiralées. Et ces plants de haricots produisaient des gousses translucides, à travers lesquelles on distinguait les graines phosphorescentes. Ces déformations ne touchaient que les végétaux situés dans un rayon de 20 mètres autour de sa maison, comme si une influence invisible continuait d'agir sur l'environnement proche. Marcel arracha immédiatement tous les plants affectés et les brûla dans un feu de joie. Mais le mal était fait. Les cendres elles-mêmes conservaient cette lueur verdâtre qu'il avait observée sur le site d'atterrissage, et la fumée dégageait une odeur âcre qui lui rappelait désagréablement les émanations de certains produits chimiques industriels. Il ne replanta jamais rien dans cette zone de son jardin, la laissant retourner à l'état sauvage. Les mois passèrent sans apporter de réponse aux questions qui hantaient Marcel. Les autorités classèrent officiellement l'affaire comme phénomène aérien non identifié, une formulation prudente qui ne satisfaisait personne. Les échantillons disparurent mystérieusement des laboratoires d'analyse
et les copies des rapports d'expertise furent retirées des archives préfectorales sous prétexte de réorganisation administrative. Seuls les témoins directs conservaient des traces tangibles de cette rencontre du troisième type. Marcel apprit par des sources officieuses que Maurice Mas, le propriétaire du champ où s'était posé l'appareil, avait vécu une expérience similaire le même matin. L'agriculteur avait également été paralysé par ces créatures, mais il refusait catégoriquement d'en parler publiquement, se contentant de confirmer les faits aux enquêteurs. Cette convergence de témoignages renforça la conviction de Marcel qu'ils avaient tous deux été confrontés à une réalité dépassant largement le cadre de référence humain habituel. Au fil des années, Marcel recueillit d'autres témoignages troublants dans la région. Un berger de Puy-Moisson racontait avoir vu des lumières étranges danser au-dessus des collines certaines nuits sans lune. Une institutrice de Riez affirmait que ses élèves avaient découvert des traces géométriques inexpliquées dans la cour de récréation après un orage particulièrement violent. Un garagiste de Valençol mentionnait des pannes électroniques récurrentes sur les véhicules de clients habitant près du site de l'incident. Tous ces récits, considérés isolément, pouvaient recevoir des explications rationnelles. Pris dans leur ensemble, ils suggéraient la persistance d'une anomalie locale dont personne n'osait parler ouvertement. Marcel commença à tenir un journal détaillé de tous ces phénomènes connexes, espérant découvrir un schéma cohérent dans cette accumulation d'étrangetés. Il note les dates, les heures, les conditions météorologiques, les témoins potentiels, cherchant des corrélations susceptibles d'éclairer le mystère. Cette démarche méthodique, héritée de sa formation professionnelle, l'aidait à maintenir sa santé mentale face à des événements qui remettaient en question ses certitudes les plus fondamentales. Graduellement, Marcel développa une théorie personnelle sur la nature de sa rencontre. Ces créatures, selon lui, n'étaient pas des visiteurs occasionnels, mais des observateurs permanents de l'activité humaine terrestre. Leur technologie leur permettait de demeurer généralement invisibles à nos sens et à nos instruments de détection, mais certaines circonstances particulières pouvaient révéler accidentellement leur présence. L'incident de Valençol ne constituait peut-être qu'un dysfonctionnement temporaire de leur système de camouflage, une faille dans leur dispositif de surveillance habituel. Cette hypothèse expliquait la sensation persistante d'être épié qu'éprouvait Marcel depuis sa rencontre. Il avait franchi le seuil de perception qui sépare l'humanité ordinaire de ces mystérieux gardiens. Désormais, il appartenait à cette catégorie restreinte d'individus conscients de l'existence d'une intelligence non humaine active sur notre planète. Cette prise de conscience s'accompagnait d'une responsabilité écrasante et d'un isolement psychologique considérable. Marcel tente à plusieurs reprises d'établir un contact volontaire avec ces entités. Il retournait régulièrement sur le site de l'atterrissage, particulièrement aux heures correspondant à sa première observation. Il disposait des objets métalliques scintillants en cercle géométrique, espérant attirer leur attention par ces signaux lumineux. Il laissait des messages écrits dans des langues diverses, glissés sous des pierres plates où les intempéries ne pourraient les atteindre. Toutes ces tentatives demeurèrent vaines, comme si ces créatures avaient définitivement rompu tout contact avec le monde visible. Pourtant,
Marcel conservait l'intuition profonde qu'elle continuait de l'observer. Certains indices subtils trahissaient leur présence continue. Des objets déplacés dans sa maison pendant ses absences. Des empreintes géométriques dans la poussière de son grenier. Des modifications inexpliquées dans l'agencement de son mobilier. Ces manifestations discrètes ne visaient apparemment pas à l'effrayer, plutôt à lui rappeler qu'il demeurait sous surveillance bienveillante. Cette surveillance prenait parfois des formes plus directes et plus inquiétantes. Un soir d'octobre 1967, Marcel fut réveillé vers 2 heures du matin par un bourdonnement sourd qui semblait provenir du toit de sa maison. Se levant avec précaution, il écarta les rideaux de sa chambre et découvrit une lueur bleutée qui baignait entièrement sa propriété. La lumière émanait d'un objet discoïde, stationnaire, à une trentaine de mètres d'altitude, parfaitement silencieux malgré sa proximité. Marcel estime son diamètre à une quinzaine de mètres, soit le double de l'appareil observé dans le champ de lavande. Cette fois, Marcel ne ressentit aucune paralysie. Il put observer l'engin durant plusieurs minutes, notant mentalement tous les détails de sa structure et de son comportement. La coque métallique présentait des reliefs géométriques complexes qui s'illuminaient selon des séquences régulières comme un gigantesque panneau de signalisation cosmique. Des ouvertures circulaires s'ouvraient et se refermaient sur le pourtour de l'appareil, laissant filtrer des faisceaux lumineux qui balayaient le sol avec une précision chirurgicale. Soudain, un rayon plus intense se détacha de l'ensemble pour venir éclairer directement la fenêtre de Marcel. Cette lumière ne produisait aucune chaleur perceptible, mais elle s'accompagnait d'une sensation de picotement sur la peau exposée. Marcel eut l'impression très nette que des yeux invisibles l'examinaient attentivement, cataloguant chaque détail de son apparence et de ses réactions. Cette inspection dura exactement 3 minutes selon sa montre, puis le faisceau s'éteignit brusquement. L'objet s'éleva alors verticalement à une vitesse prodigieuse, disparaissant dans la nuit étoilée en quelques secondes. Marcel demeura longtemps à sa fenêtre, scrutant le ciel dans l'espoir d'apercevoir d'autres manifestations. Mais tout était redevenu normal. Seule une légère phosphorescence verdâtre imprégnait encore l'herbe de son jardin, s'estompant progressivement jusqu'à disparaître complètement avant l'aube. Le lendemain matin, Marcel découvrit que tous les appareils électriques de sa maison fonctionnaient de nouveau parfaitement. Sa radio captait les stations avec une netteté inhabituelle. Sa montre affichait l'heure exacte et les ampoules diffusaient une lumière plus blanche et plus stable qu'auparavant. Cette normalisation technique contrastait étrangement avec l'amplification de ses symptômes psychologiques. Marcel se sentait plus fatigué, plus nerveux, comme si cette seconde rencontre avait épuisé ses réserves mentales. Les semaines suivantes furent marquées par une recrudescence des phénomènes paranormaux autour de sa propriété. Des visiteurs nocturnes laissaient des traces de pas circulaires dans la terre de son jardin. Des objets disparaissaient de sa maison pour réapparaître à des endroits incongrus, et des voix indistinctes murmurèrent son nom dans le vent lors des nuits particulièrement calmes. Marcel nota scrupuleusement tous ces incidents dans son carnet, espérant discerner une logique dans cette escalade d'étrangeté. Il découvrit également que d'autres habitants de la région vivaient des expériences similaires, mais que la peur du ridicule
les empêchait d'en parler ouvertement. En nouant des contacts discrets avec ses témoins silencieux, Marcel reconstitua un réseau informel de surveillance mutuelle. Ces hommes et ces femmes, issus de tous les milieux sociaux, partageaient cette sensation commune d'être devenus les sujets d'une expérimentation à long terme, dont ils ne comprenaient ni les objectifs ni les méthodes. Certains rapportaient des enlèvements temporaires, des périodes d'amnésie pendant lesquelles ils se retrouvaient dans des lieux éloignés de leur domicile, sans aucun souvenir du trajet parcouru. D'autres décrivaient des examens médicaux effectués par des créatures similaires à celles observées par Marcel, des prélèvements de sang et de tissu réalisés avec des instruments d'une précision inhumaine. Tous conservaient des séquelles physiques mineures mais durables. Cicatrices géométriques, modification de la pigmentation cutanée, hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Marcel prit progressivement conscience qu'il faisait partie d'un échantillon représentatif de la population humaine, sélectionné selon des critères inconnus pour subir une surveillance rapprochée. Cette révélation lui inspira un mélange de terreur et de fascination scientifique. D'un côté, il éprouvait une répulsion instinctive à l'idée d'être traité comme un cobaye de laboratoire. De l'autre, il ressentait une fierté étrange d'avoir été choisi pour participer à cette étude interplanétaire de l'espèce humaine. Au bout de plusieurs années, Marcel constata que l'intensité des manifestations diminuait graduellement. Les visites nocturnes s'espaçaient, les dysfonctionnements électroniques se raréfiaient et sa sensation d'être épié s'atténuait progressivement. Cette évolution le rassura d'abord, lui laissant espérer un retour à la normalité. Mais il comprit bientôt que cette accalmie ne signifiait pas l'abandon de la surveillance, plutôt son perfectionnement technologique. Les méthodes d'observation s'étaient affinées au point de devenir totalement indétectables par les sens humains ordinaires. Marcel conservait néanmoins cette intuition profonde d'être toujours sous contrôle, mais selon des modalités si subtiles qu'elles échappaient désormais à sa perception consciente. Cette certitude le plongeait dans un état de résignation mélancolique, teinté d'une admiration involontaire pour l'ingéniosité de ces surveillants invisibles. Marcel vécut le reste de sa vie avec cette connaissance secrète qui transformait sa perception du monde quotidien. Chaque lever de soleil, chaque vol d'oiseau, chaque variation météorologique prenait une dimension supplémentaire dans son esprit averti. Il savait désormais que l'humanité évoluait sous le regard d'intelligence supérieure qui cataloguait patiemment nos comportements, nos évolutions, nos potentiels de développement. Cette conscience modifiait profondément son rapport à l'existence terrestre. Il développa une philosophie personnelle mêlant acceptation stoïque et curiosité scientifique. Puisqu'il ne pouvait échapper à cette surveillance cosmique, autant l'accepter avec dignité en essayant de comprendre ses implications à long terme. Marcel se mit à étudier l'astronomie, la biologie, l'anthropologie, cherchant dans ces disciplines des éléments de réponse aux questions fondamentales soulevées par sa rencontre. Cette démarche intellectuelle l'aida à surmonter l'angoisse existentielle que lui inspirait sa situation particulière. Progressivement, Marcel élabora une théorie globale sur la place de l'humanité dans l'univers. Selon lui, notre espèce constituait une expérience biologique menée par des civilisations avancées dans le cadre d'un projet scientifique dépassant largement nos capacités de compréhension. La Terre fonctionnait
comme un laboratoire naturel où différentes formes de vie intelligente étaient testées, observées, guidées discrètement vers des objectifs prédéterminés. Cette perspective réduisait considérablement l'orgueil anthropocentrique traditionnel, mais elle ouvrait simultanément des horizons vertigineux sur notre devenir potentiel. Marcel ne communiqua jamais publiquement cette théorie, se contentant de la consigner dans ses carnets personnels. Il savait que de telles spéculations seraient accueillies avec scepticisme, voire avec hostilité, par une société qui préférait ignorer les réalités dérangeantes. Sa prudence était d'autant plus justifiée qu'il continuait de recevoir des visites officieuses d'agents gouvernementaux désireux de s'assurer de sa discrétion. Ces pressions subtiles mais constantes le confortèrent dans son choix du silence. Les dernières années de Marcel furent marquées par une sérénité croissante face à son destin extraordinaire. Il avait fini par accepter son rôle involontaire de témoin, privilégié d'une réalité cachée, et cette acceptation lui apportait une forme de paix intérieure. Il observait avec détachement l'évolution technologique de l'humanité, y reconnaissant parfois l'influence discrète de ces mystérieux surveillants. Certaines innovations lui paraissaient directement inspirées des technologies entrevues lors de sa rencontre initiale. Marcel mourut paisiblement dans son sommeil le 15 mars 1996, emportant avec lui la plupart de ses secrets. Il avait pris soin de rassembler tous ses témoignages, ses analyses, ses hypothèses dans un dossier qu'il légua à la Bibliothèque nationale avec instruction de ne le rendre accessible qu'après un délai de 30 années. Ce délai lui paraissait suffisant pour permettre une évolution des mentalités susceptibles d'accueillir ces révélations sans hystérie collective. Aujourd'hui, en relisant ces documents troublants, je mesure l'ampleur du fardeau que portait mon grand-oncle Marcel. Son témoignage, d'une cohérence et d'une précision remarquables, défie toute tentative d'explication rationnelle conventionnelle. Les détails qu'il rapporte, les corrélations qu'il établit, la progression logique de ses déductions témoignent d'un esprit rigoureux confronté à une réalité dépassant tous les cadres de référence habituels. Mais ce qui me trouble le plus dans cette affaire, c'est la découverte que j'ai faite il y a 3 jours, en rangeant les affaires de mes parents décédés l'an dernier. Au fond d'une malle poussiéreuse, j'ai trouvé une boîte métallique contenant une dizaine de fragments brillants, identiques à ceux décrits par Marcel. Un mot de ma mère, daté de 1995, précisait qu'elle les avait trouvés dans notre jardin familial de Manosque, à exactement 123 km de Valensole, après une nuit où elle avait observé des lumières étranges dans le ciel. Ces fragments émettent la même lueur argentée que celle décrite par Marcel. Ils résistent à tous mes efforts pour les entamer ou les analyser avec les moyens dont je dispose. Et depuis que je les ai manipulés, je ressens cette sensation troublante d'être observé que Marcel évoquait dans son témoignage. Ma montre s'arrête régulièrement. Mes appareils électroniques connaissent des dysfonctionnements inexpliqués et mes nuits sont peuplées de rêves récurrents où des créatures aux yeux noirs m'examinent avec une attention clinique. Je commence à comprendre que l'incident de Valensole n'était pas un événement isolé, mais le début d'un phénomène qui continue de s'étendre à travers les générations. Ces fragments métalliques fonctionnent peut-être comme des balises,
des marqueurs permettant aux observateurs cosmiques de suivre l'évolution des familles sélectionnées. Mon héritage génétique m'aurait ainsi désigné comme le successeur involontaire de Marcel dans cette expérimentation à long terme. Cette nuit, j'ai décidé de me rendre sur le site original de Valensole pour tenter d'établir un contact direct avec ces entités. J'emporte avec moi le carnet de Marcel, ses échantillons et surtout ces fragments mystérieux qui semblent pulser d'une énergie interne, croissante, à mesure que j'approche de ma destination. Je ne sais pas ce qui m'attend dans ce champ de lavande devenu légendaire, mais je sais que je ne peux plus reculer. Si quelqu'un lit ces lignes, c'est que je n'aurais pas survécu à cette ultime rencontre, ou que j'aurais été emmené vers une destination inconnue. Dans les deux cas, sachez que l'humanité n'est pas seule dans l'univers, et que notre évolution suit des chemins tracés par des intelligences qui nous dépassent infiniment. Les lumières dans le ciel de Provence n'étaient effectivement que le début d'une transformation dont nous ne mesurons pas encore toute la portée. Les observateurs sont toujours là. Ils attendent. Et maintenant, c'est mon tour de répondre à leur appel. Le manuscrit s'interrompt ici. L'auteur de ces lignes n'a jamais été retrouvé, malgré les recherches entreprises par les autorités. Sa voiture a été découverte abandonnée sur un chemin rural près de Valensole, les clés sur le contact, les portières ouvertes. Aucune trace de lutte, aucun indice sur les circonstances de sa disparition. Le site où fut jadis observé le phénomène de 1965 continue d'attirer des curieux du monde entier. Mais les autorités locales déconseillent formellement les visites nocturnes dans cette zone. Des témoins parlent encore de lumières étranges certaines nuits sans lune, quand le Mistral souffle sur les collines de Provence et que l'air embaume la lavande.